So hi, everybody. We're going to start. My name is Stefan Gerson. I'm a historian at NYU. I'm also the director of NYU's Institute of French Studies. And I'm really delighted to welcome you to this roundtable around a double object, L'Histoire mondiale de la France, which came out 2 years ago, and the translation, France in the World, A New Global History, which Sarah Ginsberg went to get. So you'll see the object in a few minutes. And that book, that translation is coming out next week, actually. So we just saw the first copies of the book. And so as a way of introducing the book, let me step back a little bit from the topic and consider what I think is the broader project, which is historians intervening in the public sphere, which is also the theme of this conference, as well as the theme of your keynote yesterday. A few months ago, Gilles Lepore, the Harvard historian, took the humanities to task for, as she put it, retreating from public life. While American historians produce important knowledge, they don't, she argues, make it sufficiently compelling in the public space. They do not show how this knowledge illuminates our own world. And in her view, this timidity has, I quote, enormous consequences for the prestige of humanistic ways of knowing and understanding the world. Since serious academic historians have to a large degree retreated, this space is taken up by other people, by presidential historians, most of them journalists. So Gilles Lepore's critique is not the first of its kind if you think about the History Manifesto, for instance, in 2014. And in some respects, it's a bit strong. I do think that some historians are, so here's the book. Merci, Sarah. That some historians are intervening on Twitter, in new forms of writing, even thinking of working with trade presses and thinking about form as well. And yet, I do think there's still a reluctance by most historians or in the profession to play with new forms, new modes of exposition, and to write in a new key. And actually here I'm cribbing the title of the roundtable in which I participated just before this morning. So given the current attacks on truth and on expert knowledge, I think the stakes are significant. And in this context, what's happening in France today can serve as a mirror of what's happening on our shores, perhaps as an omen, and also perhaps as a source of inspiration as well. It's a mirror, maybe a concave mirror, because over the past decades, historians have also lost some of the visibility that they had in the era of Georges Duby and others who were so present, even Michel Perrault and others. And there are many factors for this, institutional, about the media, about the prestige of history. You mentioned some of these yesterday, so I'm not going to rehearse all that. But the outcome in France has echoed what Gilles Lepore talks about in the US, mainly that journalists and others have kind of seized the space. And of course, we think of Eric Zemmour as one of them, but he's not alone, of course, in this capacity. The French situation can almost be seen as an omen, then, given the way these curators of the past have politicized, or in some way depoliticized, national history, transforming into le roman national, into a narrative of national loss and decline. So that's, similar things may be happening here. And yet, one could maybe argue that the French situation can also serve as an inspiration for some of us in North America, since more boldly perhaps in the US, a number of them are taking steps to reinvest the public space and find new ways of writing and expressing themselves and reaching different kinds of audiences, as Pierre told us yesterday. And so this is what we're going to be talking about today, about forms of formal experimentation, new forms of writing. And so the book, which is right there, so I think represents one such experiment in form about how to write history today. And so L'Histoire mondiale de la France, which Patrick Boucheron, of which Patrick Boucheron was the lead editor, with Pierre Delalande, and Pierre Sengaravelou, Nicolas Delalande, Florent Mazel, and Yann Potin as members of an editorial team, came out in 2017. And so this non-nationalistic history sought to erase dividing lines between academic history
history and the history most people consume, as you told us yesterday. When I first read the book, I was struck by its scope, its urgency, and its commitment to rigor, freedom, and formal creativity. Written by 122 scholars, this collection of essays covers a period ranging from 34,000 BC to 2015, organized around 146 dates and oftentimes events. It seeks to meet the reader where she is, and at the same time to take the reader elsewhere, to provide narrative, and at the same time to institute discontinuity. And there's a quote from Patrick Boucheron that captures this ambition, and this is it. Even in the historical realm, to know is not to recover, and especially not to find oneself. History is effective to the extent that it introduces discontinuity within our very being. And so, in tune with recent trends in transnational history, but without abandoning the nation, the book disrupts what seems natural in our chronologies and our relationships to national space. And it does so through a series of editorial choices about content, about structure, about composition, about voice or voices, I should say multiplicity of voices, about collective authorship that involve authors as well as readers, and that generate new forms of imagination and civic engagement. And Pierre will talk about these choices in a minute. So there's an urgency to the book, and The Other Press, which is a small but really enterprising independent press in New York City, one of the few of its kind, felt this sense of urgency and decided to translate the book, at least 90% of the original French. So it's a major commitment by a non-university press that I think all of us should applaud in this day and age. And so I was asked to oversee, to edit this translation, and I accepted for reasons that I have begun to lay out. So in my view, the book deserves translation, it deserves attention in the US for at least 3 reasons, in addition to teaching us about France, French history per se. First, it proposes a way of writing global national histories. Second, it provides a model for the kind of engaged public history that I've been talking about. And 3, it constitutes already, just a few years after its publications, an artifact. It's a source. It's a primary source in its content, in its own history, in the history of its publication, the history of its reception, about multiple French situations circa 2017, 2019. So actually 2015, I think it begins when the book is being imagined, and then its publication, and then its reception. So my role has been that of a go-between, of a passeur, as I see it, selecting articles in consultation with the French editors, overseeing a team of 5 translators who worked really hard together to make this happen, and I want to applaud their work. Expanding, the book is divided into 12 chronological sections, and we expanded there's an introduction to each section, kind of providing a framework, some background, and the French ones were relatively short, and so we pretty much doubled the size of each one. And you guys went back to work to expand these. And we also updated the bibliographies at the end. There are no footnotes, but there are bibliographies of relevant titles, like 5 to 8 titles, and we updated. We also asked them to add, if possible, some English language references for an American readership. And then I wrote a preface that tries to contextualize the book as well. So today's roundtable has a dual object, as I said, the French book, but also its forthcoming next week, English incarnation and what it might mean in the American space as well. So there's a lot to say, so let's get started. Let me introduce the speakers, and then we'll hear from them. So Pierre Sangaré-Laveloux will go first, and Pierre is a specialist of colonial situations and the production of knowledge. He has published many books, including in 2017 Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, and with Sylvain Venner that same year, Histoire du monde au 19e siècle. He teaches at Paris 1 and starting next year King's College London, and also directs the Publication de la Sorbonne. So in about 12 to 15 minutes, Pierre will discuss, not in 12 minutes, but for a span of 12 minutes, he will discuss the book's genesis, its goals, and their working method, and its reception, and as he sees it, its impact as well.
And then we'll hear from Eric Jennings, who's one of the contributors to the book. He wrote an important date in 1940. Free France emerges in equatorial Africa. Eric is a distinguished professor at the University of Toronto. He's written 6 books, 6 monographs on French colonialism, decolonization, the Francophone world. And he's going to speak about reactions to his own article, notably in France, and his perspective on how best to use this book. And then we'll hear from 3 scholars whose task it was to read the book, and then to kind of focus on a theme or 2 that spoke to them, so they had latitude. And these scholars represent different fields and different periods and even different disciplines. We have 2 American or North American-based historians and 1 French social scientist. So Kitty Crawford, at the end, will talk about war and gender in France and the world. Katie is the Cornelius Vanderbilt Professor of Women's and Gender Studies and History at Vanderbilt, a specialist of early modern gender and sexuality, and the author most recently of The Sexual Culture of the French Renaissance. Wait. Not most recently. New one, just out. Okay. This year. Unix and Cascati, Disability and Normativity in Early Modern. Congratulations. Okay, great. And then we hear from Sarah Gensberger, who will propose a parallel between France and the world and Pierre Nora's Lieu de Mémoire. Sarah is a social scientist at the CNRS and currently a visiting professor at NYU's Institute of French Studies, with interest in memory and politics, remembrance policies, and the sociology of the state. And her many books include most recently À quoi servent les politiques de mémoire, that came out last year, and also Mémoire vive, Chronique d'un quartier, Bataclan, which was translated to English just a few months ago. And then Alice Conklin will conclude by discussing what conceptual frameworks in France and the US lose, what they have to lose and to gain in translation. Alice is a professor of history at Ohio State. She's a cultural, political, intellectual historian of modern France with deep interest in empire, science, and race. And her most recent book is In the Museum of Man, Race, Anthropology, and Empire in France. And then so I've asked all the speakers after Pierre to speak for about 7 to 8 minutes and keep it relatively short. And then after that, rather than asking Pierre to respond right away, I think we might open up to the audience and then keep a track of some questions, and then you'll have a chance to respond. Okay, Pierre. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Je suis très heureux d'être ici et je tiens à remercier Stéphane pour cet immense travail de traduction. Coordination de la traduction, c'est pas seulement la traduction comme vous savez, parce que Stéphane a d'abord écrit un texte qui permet une réception aux États-Unis et dans le monde anglophone. Et donc c'est un travail de titan, vous le voyez, un volume très important, et donc je tenais à le remercier au nom de toute l'équipe pour cela. Et merci de nous avoir invités ici, ça me permet de rencontrer de nouveaux collègues, mais aussi de croiser des amis comme Eric Jennings et Alice Conklin, qui en fait ont été pour moi des sources d'inspiration à divers titres. Alice pour son histoire des sciences sociales, son histoire du fait colonial et des idées, de l'idée républicaine. Eric pour sa vision très originale et pionnière d'une histoire impériale, multisituée, comparative, connectée. Et en fait, je crois que je voulais vraiment revenir aussi là-dessus en commençant, parce que leur présence et ce panel, en fait, témoignent des interactions très fortes qu'il y a entre le champ universitaire nord-américain et la France, dans les deux sens, puisque il se trouve que voilà, moi j'ai été dans un premier temps invité, formé par des universitaires nord-américains, et puis ensuite évidemment on essaie de leur rendre l'appareil, et c'est comme ça qu'on avance le mieux possible. Alors d'abord je dois dire que cette histoire du mondial de la France, ça a été pour nous une surprise. La réussite, le succès extraordinaire de cet ouvrage a été une surprise, comme en témoigne en fait le nombre d'exemplaires prévus lors de la parution en janvier, tu l'as dit Stéphane, 2017. Les éditions du Seuil ont imprimé 4000 copies, 4000 exemplaires, et ça c'est pour un livre qui doit marcher correctement, mais sûrement pas un best-seller. La preuve, c'est que tous les exemplaires ont été vendus le premier jour de mise en vente de l'ouvrage,
sur Amazon avant la date de sortie, et dans les librairies, donc, il n'était plus disponible dès le premier jour de sortie. Alors pourquoi c'est très rare pour un livre d'histoire? Eh bien parce que le service de presse des éditions du Seuil, et notamment Séverine Roscoe, ainsi que l'éditrice de l'ouvrage Séverine Nickel, avaient fait un très bon travail auprès des prescripteurs, notamment des journalistes. Et le livre, pour ceux qui étaient là au keynote speech hier, j'ai montré la une du journal Libération, du quotidien Libération, qui était consacrée au moment de la sortie du livre, juste avant la sortie du livre, à ce livre. Et il faut y ajouter d'autres unes, comme la une de l'Express, qui était consacrée au livre et à l'histoire de France en général. Et donc, il y a eu comme ça un engouement médiatique, en fait, juste avant la parution du livre. Il a fallu une semaine pour que les éditions du Seuil puissent réimprimer le livre à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, pour qu'enfin les Français, si je puis dire, puissent acquérir ce livre à une semaine après la sortie. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, on en est à un peu moins de 200 000 exemplaires vendus. 200 000 exemplaires vendus pour 3 éditions, c'est-à-dire l'édition principale, qui est l'équivalent du hardcover, on va dire, aux États-Unis, l'édition de poche, et une édition illustrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français un beau livre, qu'on offre souvent à Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement des opérations commerciales, les 2 autres éditions, ce sont aussi des volumes augmentés, avec 15 textes supplémentaires, qui permettaient, après avoir discuté pendant plus d'1 an dans les librairies, dans des débats universitaires, avoir essuyé un certain nombre de critiques, eh bien, qui permettaient d'ajouter quelques articles. Alors non pas pour boucher les trous, mais pour pouvoir justement proposer d'autres thèmes aux lecteurs. Puisqu'on va en discuter, mais cette idée qu'on pourrait boucher des trous est totalement incongrue quand on parle de l'histoire de France sur plusieurs milliers d'années. C'est pas comme ça qu'on doit concevoir, on ne peut pas la concevoir ainsi. Alors, on était très surpris par ce succès. D'ailleurs, en fait, il est toujours impossible d'expliquer a posteriori un succès. Mais là, en l'occurrence, très surpris parce que pour nous, il ne s'agissait pas de forcément, si vous voulez, faire un événement médiatique. Il s'agissait d'abord, en fait, de montrer, de donner à voir, de rendre visible l'histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Pas l'histoire telle que nous l'écrivons, nous, c'est-à-dire Patrick Boucheron, les éditeurs de l'ouvrage. L'histoire telle qu'elle est écrite quotidiennement par l'ensemble, par la plupart, par la majorité des chercheurs, notamment français, évidemment, parce qu'il y a essentiellement des chercheurs francophones. Et de ce point de vue, eh bien, il s'agit de prendre acte d'une révolution historiographique, mais dont nous ne sommes pas les promoteurs, les inventeurs ou les théoriciens, mais d'une révolution qui s'est opérée il y a bien longtemps dans le champ universitaire anglophone, les histoires dites globales, impériales, coloniales, connectées, transnationales, etc. Prendre acte de cela, du fait qu'elles se sont développées également en France à partir de l'an 2000, on va dire, pour dire les choses de façon un peu rapide, et donc de donner à voir au grand public ces méthodologies, ces nouvelles approches qui font plutôt consensus au sein du monde académique français. D'où la grande surprise lorsque nous avons constaté la réception parfois, alors rarement, mais disons qu'il y a eu quelques réceptions académiques très critiques. Bon, on pourra y revenir tout à l'heure. Alors ce livre, en fait, il a un objectif assez simple à l'origine. Tu l'as rappelé, Stéphane, c'est de combler le fossé qui existe entre, d'un côté, une histoire académique que nous pratiquons quotidiennement, une histoire universitaire, une histoire qui est souvent monographique, une histoire qui est indispensable, parce que sans laquelle on ne peut pas bâtir des synthèses, on ne peut pas s'adresser au grand public. Et puis, de l'autre côté, une histoire dite populaire, qui, en fait, en France, est le quasi-monopole d'idéologues, d'entrepreneurs de mémoire, on en a parlé hier brièvement, qui en fait ont la particularité en France de vendre énormément de livres. De vendre énormément de livres et donc de vendre, mais beaucoup plus
10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de livres que les universitaires les plus prestigieux. Donc ces auteurs sont soit des journalistes, des intellectuels, des intellectuels indépendants, peu importe, des artistes parfois d'ailleurs, comme Laurent Deutsch, qui est comédien et qui vend des centaines de milliers d'exemplaires de ses ouvrages d'histoire, entre guillemets. Et donc l'idée était en fait de ne plus abandonner la production de ces récits qui, il faut bien l'admettre, sont plus entraînants que les nôtres. Parce qu'il ne suffit pas de dire, eh bien, ces auteurs sont réactionnaires. C'est vrai, ils le sont. Hein, ils défendent une vision de l'histoire qui est ultra conservatrice, la plupart du temps nationaliste, qui n'est pas du tout scientifique d'un point de vue méthodologique, hein, où ils défendent parfois des contre-vérités, comme par exemple récemment Éric Zemmour, qui va prendre la défense de l'héritage du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, et il ne suffit pas de dire tout simplement, on ne peut pas se contenter d'une critique politique. Il faut aussi comprendre pourquoi ces ouvrages fonctionnent, marchent dans la société française et ailleurs. Et ces ouvrages, eh bien, ont un grand public d'abord parce qu'il y a un public, il faut l'admettre, très conservateur en France, qui achète des livres avec une culture de droite, voire d'extrême droite, qui est bien ancrée. Mais aussi parce que, eh bien, je l'ai dit, ces ouvrages proposent des récits qui sont beaucoup plus entraînants pour le grand public, là où, eh bien, souvent, les historiens s'attachent avec beaucoup de rigueur, et il faut le faire, il ne faut pas se départir de cette rigueur, mais s'attachent à déconstruire, à dénaturaliser, sans proposer d'autres formes de récits, qui puissent susciter l'intérêt du plus grand nombre. Bon. Alors, l'idée était donc de ne pas, pour nous, s'enfermer dans l'ultra-spécialisation, qui est, encore une fois, une condition nécessaire de notre métier pour l'effectuer sérieusement, mais en même temps qui nous empêche de plus en plus, en fait, à nous adresser à un public qui irait au-delà des 10 personnes dans le monde qui s'intéressent à nos sujets de recherche très précis. Hein. Bon. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le livre comment dire, le projet du livre s'est cristallisé en 2015. Pardon, le projet du livre s'est cristallisé en 2015. Ça n'est pas par hasard. C'est l'année des attentats à Paris. Attentat de Charlie Hebdo d'abord en janvier, puis l'attentat du Bataclan, on en a parlé à l'instant, en novembre 2015. Et donc, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a suscité un espèce de traumatisme chez un certain nombre d'universitaires, et notamment parisiens, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'en fait, la particularité de l'attentat du Bataclan en novembre, à Paris, c'est que tout le monde connaissait quelqu'un, statistiquement, qui était au Bataclan, ou du moins connaissait quelqu'un qui connaissait très bien quelqu'un qui était présent au Bataclan. Donc en fait, c'est un attentat qui a touché directement ou indirectement l'ensemble de la population francilienne, d'Île-de-France, de Paris, disons, du Grand Paris, mais aussi beaucoup en province, qui montre bien les ramifications, évidemment, entre Paris et la province. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la question, c'est que faire ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, après les attentats ? Comment est-ce qu'on peut réagir à cela, face à la montée des anti-lumières, hein, c'est-à-dire à ces forces réactionnaires ? Eh bien, la première réaction, en fait, ça a été de nous rassembler. Parce qu'en fait, autant qu'un projet épistémologique, vous le voyez bien, on pourra en parler, mais épistémologiquement, ça n'est pas révolutionnaire. Le livre lui-même, j'entends. En revanche, cette idée de se rassembler, d'une certaine façon, elle est un peu révolutionnaire en France. Parce que le travail historien, comme vous le savez, c'est un travail de solitude. Hein, on travaille de façon très isolée, notamment en France. Et cette idée de se rassembler pour produire ensemble, véritablement coproduire un projet éditorial sur un temps très très court, eh bien ça a déjà été fait auparavant, mais on a ressenti ce besoin très fort à ce moment-là.
Et donc on s'est retrouvés par affinité, par amitié, et je dois le dire aussi en lien avec les éditions du Seuil, qui ont réuni un certain nombre d'autrices, d'auteurs, d'historiennes et d'historiens à ce moment-là pour réfléchir à ce projet qui ne devait pas être une contre-histoire de la France, c'est très important, pas une histoire écrite en réaction, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, libérale, conservatrice, hein, mais une autre histoire, disons, une autre façon d'écrire l'histoire de France, qui permettent aussi à ceux qui ont appris l'histoire à l'école de la plus ancienne des manières, à la manière, disons, de la Troisième République, de se reconnaître aussi dans cette histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire révisionniste. C'est-à-dire que, par exemple, De Gaulle, Napoléon, quand on regarde le nombre d'occurrences, eh ben, occupe toujours la première place. Hein. Et ça a été la première réaction que nous avons eue lorsque des polémistes d'extrême droite nous ont accusés de vouloir dissoudre l'histoire de France et d'oublier les grandes figures. Bah, on a fait un travail lexicographique et on s'est rendu compte que même lorsqu'on prétend faire une histoire décentrée, hein, une histoire plus équilibrée, une histoire polyphonique, eh bien, même dans ce cas-là, ce sont toujours Napoléon, De Gaulle, Charlemagne qui reviennent le plus souvent. Hein. Donc évidemment, et c'est aussi une des clés du succès de l'ouvrage, c'est que, y compris lorsque on a tout cet imaginaire en tête, eh bien on retrouve naturellement ces figures qui sont abordées parfois d'une autre manière. Alors, cette opération éditoriale, tu l'as dit Stéphane, ça a été une opération commando. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux utiliser cette métaphore, commando parce qu'en fait, on se retrouve donc à la fin 2015, dans ce contexte très tendu et difficile, douloureux, disons, pour la société française en général. Et il y a cette idée tu l'as dit, il y a cette urgence, ce désir d'intervenir dans le débat public, avec une perspective stratégique très claire, la campagne présidentielle de 2016, donc quelques mois plus tard, hein, et 2017, pardon, c'est 2017 la campagne présidentielle. Et donc en fait, on a conservé cet objectif en tête pour faire paraître l'ouvrage au début de la campagne présidentielle, en janvier 2017. Et ça, c'est un autre élément d'explication du succès du livre, c'est que non seulement les journalistes s'en sont saisis, les polémistes d'extrême droite nous ont fait une grande publicité, donc Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, ça a été dit, hein, mais il faut dire en outre que les hommes politiques ont tenté, comme à leur habitude, d'instrumentaliser l'histoire de France. L'histoire de France est considérée comme une espèce d'immense supermarché par tous les hommes politiques français, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, où ils vont piocher comme ça des éléments par-ci, par-là. Nous n'avons pas fait exception, hein, puisque eh bien, un certain nombre d'hommes politiques français se sont affichés avec l'histoire mondiale de la France pour essayer de d'étayer leur propre projet, leur propre vision de la France. Bon. Et donc ça a participé aussi, pour nous involontairement et indirectement, disons à la médiatisation du projet. Alors cette opération commando, disais-je, nécessitait de travailler très rapidement, et donc la plupart des auteurs, Eric pourra nous dire ça plus précisément, la plupart des auteurs ont dû travailler entre 3 et 6 mois pour rédiger ces articles, en sachant que ce sont des articles courts, de 10 000 à 12 000 signes espace compris, donc c'est 4 pages, et comme vous le savez, puisque nous sommes tous, la plupart d'entre nous universitaires ici, eh bien c'est beaucoup plus difficile d'écrire un article court qu'un article fleuve pour les annales, par exemple, de 80 000 signes, où on peut vraiment se laisser aller. Donc là, évidemment, ça nécessite un effort de concision, de réécriture, etc. Et donc ça faisait partie des règles du jeu, écrire des textes courts, incisifs, très écrits, et sans appareil critique, sans note de bas de page, avec uniquement 5 références bibliographiques. Et donc ça, c'était important pour nous parce que nous voulions
échapper, disons, aux contraintes des synthèses classiques d'histoire de France, d'histoire du monde, qui sont bien souvent des sommes très intimidantes, hein, dans lesquelles le grand public a du mal à entrer. Et donc là, c'est à la fois ces petits textes qui sont des petites intrigues, des historiettes, si vous voulez, autonomes, qui sont parfois très denses, hein, mais qu'on peut lire de façon indépendante. Eh bien, c'était une façon aussi pour nous, eh bien, de proposer un livre plus accueillant, qu'on peut commencer par n'importe quel endroit, qu'on peut lire en sens inverse aussi. Hein, donc ça, c'est très important parce que c'est pour nous, on en a parlé, enfin j'en ai parlé hier à un autre sujet au moment du keynote speech. C'est une façon pour nous aussi de promouvoir la réappropriation du savoir historique par les lecteurs. C'est-à-dire l'idée d'assumer le fait que plus personne ne lit un livre de A à Z. Je veux dire, du début au commencement, du début à la fin, j'entends, de façon linéaire. Comme si l'histoire était linéaire. Nous pouvons tous nous entendre sur le fait que nous ne pouvons plus défendre une vision linéaire et évolutionniste de l'histoire. Et donc, cette structure très fragmentée, c'est-à-dire en 140 environ articles très courts, rédigés, tu l'as dit, par 122 auteurs, eh bien, permet précisément aux lecteurs de reconstruire ses propres parcours thématiques, hein, parfois évidemment avec des effets retour, hein, en revenant en arrière. Et donc ça, c'est un effet aussi très positif pour nous, parce que on s'est aperçu avec Patrick Boucheron, avec Nicolas Delalande, Yann Potin et Florent Mazel, qui sont tous les coordinateurs. On a fait, et ça a été un grand plaisir, une tournée de France, et on a même présenté le livre à l'étranger, des librairies, des universités. Et donc ce qui est le plus réjouissant pour nous, c'est en fait, ce sont les gens dans le public, ben, aussi des étudiants, des collègues, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire, et qui vont en fait faire quoi? Qui vont nous proposer des dates, qui vont nous proposer des compléments. C'est ça en fait l'objectif qui est atteint pour nous. C'est pas de dire « Ah, mais il manque telle date », au sens les historiens qui vont nous dire « Ah, mais vous auriez dû absolument parler de telle date ». Non, c'est en fait que le grand public dise « Moi, j'aurais mis telle date hein. ». Et éventuellement même, pourquoi pas, qu'il l'invente dans sa tête ou qu'il la rédige. Je veux dire, bon, ça serait vraiment l'étape, je pense que certains l'ont fait, mais ça serait l'étape suivante. Et donc, cette réappropriation du matériau historique, pour nous, ça, c'était un élément très important. Stéphane, je pense que j'ai déjà 2 minutes déjà, et comme ça, on pourra revenir plus tard. Donc, l'autre élément important, c'était, vous voyez bien que la forme chronologique n'est pas du tout originale. Des livres de chronologie, il y en a eu de très nombreux. Il y en a eu juste avant un très joli dirigé par Alain Corbin, également aux éditions du Seuil, hein, qui reprend la chronologie de l'histoire de France. Bon. Donc, pour nous, il n'y avait rien d'original dans cette structuration, cette architecture, et c'était précisément notre choix stratégique pour toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire adopter la forme la plus familière au travers de laquelle les écoliers, les étudiants apprennent l'histoire. Pour la détourner bien souvent, puisque, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une histoire événementielle. Il s'agit d'entrées, ça peut être évidemment hein, des entrées très événementielles, qui pensent, qui travaillent sur l'événement intensivement, mais il y a aussi des analyses très structurales, de très longue durée, où il s'agit en fait juste, la date est un prétexte pour parler de 150 ans, de 1000 ans d'histoire, même plus lorsqu'il s'agit de préhistoire. Et donc, il y avait là, d'une certaine façon, un choix tactique, là encore, pour aller chercher le grand public et pour l'accompagner, le guider vers d'autres choses et l'encourager ensuite à vagabonder au sein de l'ouvrage. Et je vais peut-être arrêter là quand même pour qu'on ait quand même le temps de discuter. L'une des surprises pour nous, et là je m'adresse à vous en tant que collègue, ça a été les réponses systématiquement positives de nos collègues lorsqu'on les a sollicités dans des conditions aussi compliquées, parce que vous avez tous des livres à écrire,
Vous êtes tous engagés sur des programmes, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Et donc quand on dit, bah écoutez, il nous faudra un article pendant 3 mois, bah, la plupart du temps on dit non, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Bon, voilà. Et là en fait, en raison du contexte particulier que je vous ai indiqué tout à l'heure, nous n'avons essuyé qu'un seul refus sur la centaine de demandes adressées. Donc ça témoigne aussi d'un désir collectif, comme le disait Stéphane, eh bien, d'intervenir dans le débat public en utilisant nos propres outils académiques, hein, mais en prenant, voilà, non pas un risque, hein, parce que le risque est très mesuré. Hein, le risque est très mesuré parce que, je le rappelle, là aussi c'est à l'adresse de certaines critiques de journalistes, hein, très marquées idéologiquement, nous n'avons contacté que des spécialistes de chacune des questions traitées. C'est pourquoi ils pouvaient en 3 mois ou en 6 mois rédiger ce papier. Et c'était la condition sine qua non pour le faire en aussi peu de temps. Voilà, merci. Merci.